On la connaît tous, au moins de nom. La pierre de Rosette. Une pièce maîtresse du British Museum, la clé qui a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. Mais voilà, derrière la vitrine, il y a une question qui brûle les lèvres et qui agite le monde de l'art et de la politique. Cette icône de l'Égypte ancienne, est-ce qu'elle est vraiment à sa place à Londres ? Alors, pour tenter d'y voir plus clair, on va décortiquer tout ça ensemble. On va d'abord revenir sur son histoire, ensuite on va plonger dans le jargon un peu complexe du droit, écouter les arguments des deux camps, et puis on verra s'il existe une porte de sortie à ce débat qui semble sans fin. Allez, on commence par le début. Direction le British Museum. Là-bas, des millions de visiteurs se pressent chaque année devant, un gros bloc de pierre noire. Mais attention, pas n'importe lequel. C'est une véritable icône mondiale. Son histoire, franchement, c'est digne d'un film d'aventure. Imaginez, elle a été gravée en 1186 avant notre ère. Oubliée pendant des siècles, elle est retrouvée par hasard par les soldats de Napoléon en 1799. Sauf que les Français perdent la guerre contre les Britanniques. Et du coup, ils perdent la pierre aussi. Elle est cédée officiellement par traité en 1801. Et depuis ce jour, elle n'a jamais quitté Londres. Et c'est justement là que ça coince. Cette question, qui a l'air toute simple, est en réalité au cœur d'un débat mondial et passionné. Bon, avant de se jeter dans l'arène, il faut qu'on parle le même langage. Parce que dans ce débat, chaque mot compte, chaque terme a un poids. Alors on met la pierre de côté un instant, juste pour décoder les règles du jeu. On entend souvent parler de restitution, de retour ou de rapatriement. On pourrait croire que c'est un peu la même chose. Mais en droit, la différence est énorme. La restitution, c'est très précis. C'est quand on rend un objet qui a été pris illégalement, comme un vol. Le retour, c'est un terme plus large, souvent utilisé pour l'époque coloniale, quand les lois n'étaient pas les mêmes. Et le rapatriement, lui, il a une dimension culturelle, presque sacrée. Le choix du mot n'est donc jamais innocent. Et puis, il y a ce concept, un peu plus flou, mais tout aussi important, le droit coutumier. En gros, ce sont des règles que personne n'a jamais écrites dans un traité, mais que tout le monde respecte comme si c'était la loi. C'est un peu un joker dans ce genre d'affaires. Alors comment une simple habitude devient une loi ? Il faut 2 ingrédients. D'abord, il faut une pratique des États, c'est-à-dire que beaucoup de pays font la même chose depuis longtemps. Et ensuite, il faut l'opinio juris. C'est la conviction que cette pratique est obligatoire, que ce n'est pas juste une question de politesse. C'est ça qui fait toute la différence. Bon, maintenant qu'on a les bases, on peut entrer dans le vif du sujet. Écoutons le premier camp. Ceux qui pensent que la pierre de Rosette est très bien là où elle est. En fait, tout le débat se résume à un choc entre 2 grandes visions du monde. D'un côté, il y a l'idée d'un internationalisme culturel, ces objets appartiennent à toute l'humanité et les grands musées permettent à tout le monde d'y accéder. De l'autre, l'idée du patrimoine culturel national. Un objet ne peut être vraiment compris que sur sa terre d'origine, il fait partie de l'ADN d'une nation. L'un des arguments qu'on entend le plus souvent, c'est celui de la sécurité. Comme le dit cet internaute sur Reddit, certains craignent que les pays d'origine, parfois instables, ne puissent pas garantir la protection de ces trésors. Mais attention, cet argument est à double tranchant, car les grands musées occidentaux ne sont pas infaillibles, loin de là. Il y a eu des fuites d'eau signalées au British Museum, et pire encore, dans les années 30, les marbres du Parthénon y ont été nettoyés avec des brosses métalliques, causant des dégâts irréparables. L'idée d'un sanctuaire parfait est donc un peu un mythe. Un autre argument, plus sensible, est celui de la rupture culturelle. L'idée, comme on le voit ici, serait que les Égyptiens d'aujourd'hui n'ont plus de lien direct avec la civilisation des pharaons, et donc pas de droit particulier sur ces objets. Ok, on a bien écouté ce premier point de vue. Maintenant, changeons complètement de perspective et écoutons la voix de ceux qui réclament le retour de la pierre. Et pour eux, c'est une question d'histoire, de justice et d'identité. Pour les partisans du retour, c'est très clair. La pierre de Rosette est un butin de guerre. Elle a été prise dans un contexte de domination coloniale. Et donc, la garder à Londres, c'est pour eux une façon de perpétuer cette violence du passé. Et face à l'idée de déconnexion culturelle, la réponse la plus forte vient peut-être de ceux qui vivent chaque jour au contact de ce patrimoine. Écoutez ce que dit ce gardien du musée du Caire. Ce sont mes ancêtres. Ce n'est pas un travail pour l'argent. Pour lui, comme pour beaucoup d'Égyptiens, le lien est bien réel, il est personnel et profond. Et puis, il y a un argument très concret, presque terre-à-terre, l'inégalité d'accès. C'est simple. Un citoyen britannique qui veut voir les pyramides, il prend son billet et il obtient son visa pour 25 $ en arrivant. Mais un citoyen égyptien qui veut voir la pierre de Rosette à Londres, c'est un véritable parcours du combattant. Des papiers, des preuves de revenus, ça peut prendre des mois. On parle de musée universel, mais l'accès, lui, ne l'est pas du tout. Rien que la demande de visa coûte 95 livres sterling. C'est une somme énorme en monnaie locale, et sans aucune garantie de l'obtenir.
L'obstacle n'est pas seulement administratif, il est aussi financier. Pour beaucoup, c'est tout simplement impossible. Alors, est-ce qu'on est condamné à ce face-à-face? D'un côté, ceux qui veulent garder, de l'autre, ceux qui veulent récupérer. Pas forcément. Des solutions plus nuancées et collaboratives commencent à émerger. L'une de ces idées, c'est la muséologie collaborative. En gros, l'idée, c'est de dépasser la simple question de la propriété. Au lieu de se demander à qui appartient l'objet, on se demande comment peut-on travailler ensemble. Ça passe par de la formation, par le partage des recherches, par une présentation de l'objet qui inclut le point de vue du pays d'origine. Et attention, ce n'est pas juste une utopie. Ça a déjà marché. En 2006, le Metropolitan Museum de New York et l'Italie ont trouvé un accord. Le Met a rendu des pièces importantes qui étaient contestées et en échange, l'Italie s'est engagée à prêter régulièrement d'autres chefs-d'œuvre. Tout le monde y a gagné. Ça prouve que d'autres solutions existent. Alors, pour finir, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, on sent que les lignes sont en train de bouger. Le point essentiel à retenir, c'est celui-ci. Une nouvelle norme internationale, une sorte de nouvelle coutume en faveur du retour des biens culturels, est en train de naître. Les mentalités changent. Mais le consensus n'est pas encore là, surtout de la part des grands pays qui abritent ces collections. La nouvelle règle n'est donc pas encore gravée dans le marbre. Le débat est loin, très loin, d'être terminé. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale. À une époque où on réexamine constamment notre passé, la vraie question n'est peut-être plus de savoir qui possède l'histoire, mais plutôt de savoir qui sont les meilleurs gardiens pour la transmettre aux générations futures.